Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler de l'avenir, l'avenir du monde. Quel avenir? Nous préparons avec un grand témoin, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du Front de gauche, c'est-à-dire de la gauche, probable candidat à l'élection présidentielle de 2017, et puis surtout titulaire d'une licence de philosophie. C'est quand même étonnant que ce soit la première fois qu'on vous voit dans cette émission. On aurait dû vous voir avant avec vous deux philosophes, Raphaël Enthoven, qui publie avec son père Jean-Paul Enthoven un dictionnaire amoureux de Marcel Proust, qui fait un tabac en librairie, à notre surprise à tous, mais c'est excellent. Vous publiez également une introduction aux œuvres de Camus, publiées chez Quarto. Voilà. Bernard Stiegler, alors vous publiez une pharmacologie du Front National, vous êtes également philosophe. Avec nous encore Maude Fontenoy, qui est la navigatrice écologiste bien connue, qui publie un livre très polémique, très passionné, très passionnant, Ras-le-bol, les écolos. Alors vous-même, écolo qui dit ras-le-bol, il faudra que vous nous expliquiez. C'est aux éditions Plomb. Avec nous aussi le professeur et chercheur en biologie Jean-Claude Amezen, qui publie un livre formidable sur les épaules de Darwin. Et enfin, l'auteur d'un livre culte, La mort de la mort, le chirurgien Laurent Alexandre. Pendant cette émission, 2020, notre homo numericus va nous faire part régulièrement de ses réflexions philosophiques ou pas. Vous pouvez lui répondre sur #LGQ pour la grande question. D'ailleurs, c'est le moment justement de la grande question. Elle va vous être posée en chanson, s'il vous plaît, par le grand Alexandre Gamelin. On regarde. Ah, mes amis, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Les lendemains qui chantent et les promesses d'avenir radieux nous apparaissent aujourd'hui pour ce qu'ils sont. Des rêves d'enfants faits pour les enfants. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Gna, gna, gna. Mais d'ailleurs, méfiez-vous, hein. Derrière chaque faux prophète, il y a un marchand d'illusions. On l'appelle Irma la voyante, elle connaît des trucs merveilleux. Et pourtant, le monde suit sa course, et comme le disait ma grand-mère Lucette, on n'arrête pas le progrès. Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense, il faut qu'on avance. D'où l'intérêt d'essayer de connaître l'avenir. Imaginer le monde de demain, c'est peut-être se donner les moyens de se l'approprier. Le monde de demain, quand il advient, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Oui, prévoir l'avenir pour en être acteur et construire avec d'autres le monde de demain. Et croyez-moi, il y a un peu de boulot. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est lent. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est lent. Certes, mais le hic, c'est qu'à trop se projeter dans l'avenir, on risque de fuir le présent. De toute façon, quels que soient les progrès technologiques qui peuvent éventuellement améliorer notre quotidien, un frigidaire, un joli scooter, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Nous savons que notre condition humaine et nos questions existentielles resteront rigoureusement les mêmes. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Et si, au même titre que certaines religions nous demandent de supporter notre misère présente dans l'espoir d'un au-delà paradisiaque, l'obsession de l'avenir était une façon de totalement rater sa vie présente. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise, demain décourage aujourd'hui. Alors, plutôt que de vivre dans l'espoir d'un avenir meilleur, décidons de vivre pleinement chaque jour pour ce qu'il est, dans ce monde si imparfait, si inquiétant, mais tellement réel et si merveilleusement présent. Oh, 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 monde cinglé, j'étais dans la peau. Merci Alexandre Gamelin. Alors on va commencer par vous, Jean-Luc Mélenchon, on va commencer brutal. Hein. La France, pays passéiste, ronchon, pessimiste, vous lui voyez un avenir? Bah, bien sûr. Comment ça, passéiste? Alors ça, c'est la grande mode du déclinisme, ce qui fait le terreau, à mes yeux,
de l'extrême droite. Autrefois, au 19e siècle, on appelait ça la décadence. Alors, oh là là, mon Dieu, c'est la décadence, on ne croit plus aux vraies valeurs, tout va mal, etc. Alors, vous mettez un coup de décadence, un coup de doute sur soi, et ça vous donne un peuple neurasthénique, alors que ce pays n'a jamais été aussi riche de son histoire, alors justement, et qu'il n'a jamais contenu un aussi haut niveau d'éducation. On comptait sur vous, là, pour nous redonner un peu la pêche. Ouais. Alors, quelles sont les raisons d'espérer? Bah, nous, l'avenir que vous voyez, c'est quoi alors? Bah, nous, c'est nous l'avenir. Nous sommes vivants, nous aimons, nous chantons, nous aimons nos enfants, nous aimons nos voisins. Il n'y a pas que la méchanceté, la bêtise, l'agressivité autour de nous. Et puis nous, on peut espérer qu'on arrive à être conscient de nos tâches, de nos devoirs. C'est très excitant. Par exemple, bon, le monde va à une catastrophe écologique, tout le monde est au courant. Bon, alors on peut le regarder du côté de la catastrophe. Alors on se met un sac de cendre sur la tête et on va gémissant, pleurant et criant au biais. On se dit c'est un extraordinaire défi. Il faut qu'on trouve une sortie. Bon. Et on ne peut la trouver qu'ensemble. Donc ça, c'est un beau défi. Moi, ça me donne envie de me relever le matin. Ça veut dire que la France de François Hollande, ça ne va pas si mal alors? Vous voulez que je dise du mal de François Hollande? Vous m'avez invité pour ça. J'ai bien compris. Non, pas du tout, mais j'étais très étonné, donc ça va bien, quoi. Non, mais je parle de nous. Vous me parlez de nous comme être humain. Je pensais que c'était ça dont on parlait. Non, la France de François Hollande, elle ne va pas bien du tout. D'abord, elle n'est pas à lui, heureusement, pauvre France. Et puis lui, bon, est complètement dépassé par la situation. C'est pas son heure, c'était pas sa saison, c'était pas pour lui. Avant de lancer le débat, on a envie de se demander si ce monde-là existera encore dans 20 ou dans 30 ans. Alexandre Gamelin va nous apporter quelques réflexions à ce sujet. On regarde. C'est bien gentil d'imaginer un monde en rose où des robots vous couperaient les cheveux et vous relookeraient quand vous en avez besoin, mais quand on remet les pieds sur Terre, l'avenir semble plus sombre. Au rythme où vont les choses, rien ne garantit plus que la Terre soit habitable dans un siècle, voire avant. Pourtant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Écoute ta planète. Les scientifiques, les philosophes, écoute la vie qui bat en elle. Certains politiques vous avertissent. La politique d'économie d'énergie constitue l'exigence de base pour la survie de la planète. L'homme, dans sa course folle à la consommation et à la croissance à tout prix, conduit la planète dans le mur. La planète se réchauffe, l'atmosphère se pollue, la biodiversité se réduit, les ressources se raréfient, la mer est devenue un dépotoir. Stop! Arrêtez-vous! Changez de mode de vie pour que la vie reste possible. L'avenir des et peut-être de la génération future, celle de vos enfants, est en jeu. Mais curieusement, dès qu'il s'agit d'imaginer cet avenir sombre pour l'éviter, les prévisions nous amusent moins que lorsqu'on parle horoscope, robot ou homme bionique. Les Cassandres sont toujours ceux qui gâchent la fête et on préfère joyeusement courir à notre perte en nous enivrant du présent. On préférera toujours les rêves qui n'arriveront peut-être jamais que le cauchemar qui se prépare très certainement. Merci Alexandre Gamelin. Alors, Maud Fontenoy, on vient de voir des images épouvantables de déchets comme ça dans la mer. Bon, la France, ça la concerne directement. C'est la deuxième puissance mondiale. Hein, ça devrait vous faire plaisir, Jean-Luc Mélenchon. La deuxième puissance mondiale en matière d'eau territoriale. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce 7e continent, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est en train de se développer, qui triple de volume tous les 2 ou 3 ans, et qui remplit de déchets comme ça, qui remplissent les océans? Alors c'est vrai que j'espère qu'on parlera de tout ce qui marche, de tous ceux qui font bouger le monde et qui font j'espère, on arrivera à créer un monde meilleur pour demain. Aujourd'hui, le constat, il est malheureusement un petit peu malheureux quand on a la chance comme moi de parcourir les océans et qu'on voit de ses propres yeux justement ce ramassis de plastique mondial, hein, parce qu'il y a autant du plastique français, américain, chinois, tout se rassemble à cet endroit-là. Dans le Pacifique alors. Entre Hawaï et la Californie, ça représente une surface de 5 fois la taille de la France. C'est une zone qui s'appelle une soupe de plastique, qu'on appelle aujourd'hui le 7e continent, et qui est malheureusement le stigmate de notre vie en société, de notre incapacité à mieux gérer nos productions et nos déchets, avec le manque évidemment de traitement des eaux usées, tout ça qui va dégueuler dans l'océan et qui va se rassembler là et qui va créer des zones complètement stériles, qui vont être nettoyées par qui ? En réalité par personne, puisqu'on est un vrai problème, un vrai vide juridique, puisque 60% des océans sont aujourd'hui sans juridiction. Donc il n'y a personne qui va gérer. Vous êtes porte-parole de l'UNESCO. Ce 7e continent, il a été découvert en 1997. Rien n'a avancé depuis. Toujours pareil. Charles Moores, en naviguant, a découvert ce continent. Non. Aujourd'hui, on n'a rien fait. On a déjà du mal à se mettre d'accord, parfois par État. Alors vous imaginez bien que dans des zones aujourd'hui sans juridiction, qui va aller payer des milliards? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ramener l'écologie
à l'économie. C'est-à-dire que quand il y a dégradation, il y a évidemment un coût sur l'économie mondiale, et qu'aller nettoyer ce que l'on a pollué, ça coûte horriblement cher. Donc réfléchissons d'abord à qu'est-ce que l'on veut faire aujourd'hui pour éviter d'en payer les conséquences demain. Parce que tout ça, ça peut être quantifié au niveau financier. Qu'est-ce qu'il dit le philosophe quand il voit le monde entier? Le philosophe. Enfin, il y en a un autre aussi oui, ici. Qu'est-ce qu'il dit quand il voit le monde entier rester les bras ballants devant ces, je suis pas sûr que le monde entier monceaux reste de les bras déchets, ballants. de problèmes? Je ne sais pas si on reste les bras ballants. Je pense que l'agitation est une forme d'impuissance, mais ça vibrionne, ça tourne, on fait beaucoup de choses, même si on ne fait pas grand-chose. C'est une humiliation pour l'humanité, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'humanité a été rituellement, progresse à coup d'humiliation. On a progressé quand on a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers. On a progressé quand on a découvert que la conscience n'était pas le siège de toutes nos actions, de toutes nos intentions. On progresse en ce moment en s'apercevant que, on progresse en un sens, en s'apercevant que l'homme ne peut pas se rendre comme maître et possesseur de la nature, ou qu'alors s'il le fait, c'est à ses dépens. Et au fond, ce qui est en jeu ici, c'est que l'humanité accède à une humilité, à une humilité supérieure au fantasme de technicien, de maîtrise. Et cette humilité consiste à considérer que nous ne sommes ni le centre du monde, ni le centre de la nature, ni l'artisan légitime de tout ce qui doit se passer. Et c'est très intéressant parce que parmi les écolos, il y a une tendance qui consiste, et elle est incarnée par Michel Serres, éloquemment d'ailleurs, il y a une tendance qui consiste à faire de la nature un sujet juridique. Or, faire de la nature un sujet juridique, à mon avis, est une illusion dans la mesure où c'est là encore se prendre pour le centre du monde, c'est-à-dire c'est traiter la nature comme un humain. Or, il me semble qu'il faut changer, pardon d'employer un mot savant, mais changer de paradigme, c'est-à-dire changer le regard, tout simplement changer le regard qu'on pose sur nous-mêmes, non pas sur la nature, changer le regard qu'on pose sur nous-mêmes et en l'occurrence ne plus se prendre pour le maître et le possesseur de la nature. Mais ça c'est depuis le début de l'humanité. Hein, c'est un enjeu, mais si vous voulez... C'est une vraie révolution humaine. C'est une révolution parce que c'est un coup porté à l'espoir. Ouais. C'est une façon pour l'humanité de se méfier d'elle-même, en un sens. Ouais. Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est le sujet passionnant, notamment celui qui vient de soulever à l'instant. La nature est-elle un sujet de droit ? C'est la discussion qui agite tous les gouvernements progressistes, qui prouve bien que celui-ci n'en est pas un. La discussion, pour moi, je la tranche comme vous. Je ne crois pas que la nature soit un sujet de droit, ce qui me vaut toutes sortes de preuves avec mes amis. Mais il y a deux interpellations dans ce que vous dites. La première, c'est que cette situation est le résultat d'un mode de civilisation qui lui-même prolonge un espèce d'instinct primaire qui nous vient du fond des temps, qui était l'accumulation. Accumuler. Et donc, un modèle économique construit sur la frustration et l'accumulation. Il faut acheter, consommer. Il faut sans cesse... Donc, on vit dans un monde de frustration du consommé. Un tiers de ce qu'on produit est jeté à la poubelle. C'est quand même quelque chose d'inouï. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Autrefois, on picorait le moindre grain qui tombait de la table. On le mettait à part, soit pour le donner aux poules, soit pour je ne sais pas quoi. Mais c'est la première fois qu'on jette tout comme ça. On utilise quelque chose à peine et il faut que la machine tourne. Enfin, les cochons n'auraient pas pu manger les plastiques. Le dernier point, c'est que vous parlez d'humilité. Moi, je pense que l'être humain doit plutôt viser à la recherche du contenu de ce que pourrait signifier une harmonie. Dans Marx, on décrit la nature comme le corps inorganique de l'homme. C'est-à-dire que ce qui est souligné, c'est la continuité de l'homme à la nature et l'idée que nous avons vaincue au plan philosophique qu'il y ait une différence entre le corps et l'esprit. Il faut qu'on domine l'idée qu'il y a une différence entre notre environnement, la nature, et nous-mêmes. Et je pense que c'est là le saut. C'est simplement sur le plan des comportements intellectuels, la représentation du monde. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on domine. Et à partir de là, une idée magnifique apparaît. C'est ça que je trouve le défi. De toute façon, il aura lieu. Hein. Les gens, contents ou pas contents, il faudra qu'ils se débarrassent de toutes ces ordures. L'eau montera, et si les politiques ne font rien, l'eau montera quand même, et il faudra quand même tout déménager, et il faudra quand même tout trouver une solution collective. Mais l'idée magnifique, c'est qu'il y a un intérêt général humain. Pardon, je veux insister là-dessus. C'est la démonstration de la valeur de l'intuition communiste et des Lumières. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, on a discuté de savoir si oui ou non les êtres humains étaient ou non égaux en droit. Cette question est tranchée.
société. Nous dépendons du même écosystème. Donc nous sommes semblables, donc il y a un intérêt général humain, donc il doit s'imposer aux intérêts particuliers. Je voudrais vous montrer comment l'écologie politique a permis de reformuler l'idéal socialiste et des Lumières dans une vision qui, moi, m'enthousiasme. Je n'y ai pas vu de difficulté et j'ai été heureux le jour où j'ai compris ça. Un autre point de vue de philosophe, Bernard Stiegler. Ben, je crois que ce qui a été montré tout à l'heure dans les extraits les petits films qui ont été réalisés pour cette émission, c'est la crise de ce qu'on appelle maintenant le consumérisme, le consumer capitalisme, comme on le dit, c'est-à-dire du modèle américain du capitalisme. C'est une crise extraordinairement grave, sans aucun doute la plus grave que l'humanité n'ait jamais connue. Et c'est une crise à laquelle absolument personne n'ose vraiment s'attaquer. Parce que, j'en ai parlé dans mon dernier bouquin, que vous évoquiez tout à l'heure, un syndicaliste italien qui s'appelle Bruno Trentin a montré en 1997 que la social-démocratie, les syndicats ouvriers, marxistes, communistes, etc., étaient tous d'accord pour un truc, c'est de ne absolument pas poser le problème de la limite de ce modèle, parce que ce modèle, tout le monde y a participé, en France, du MEDEF à la CGT, à l'extrême gauche, dans le monde de l'OMC, à la Chine aujourd'hui, etc., et personne n'ose y toucher. Cette critique qu'il faut faire et qui doit être absolument radicale, qui pose des problèmes que d'ailleurs, à mon avis, Karl Marx, que citait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, posait dans l'idéologie allemande de 1845, à savoir que l'homme est un technicien, et qu'en tant que technicien, il produit le pire et le meilleur, qu'il se produit lui-même, mais qu'il se détruit lui-même. Cette question-là, personne n'ose la poser. Et c'est normal que personne n'ose la poser, parce qu'elle pose aussi des problèmes à la biologie, par exemple. Quel est le rapport entre la technique et le vivant? Et comment est-ce qu'on repense le paradigme de la biologie dans ce contexte-là? Moi, je soutiens qu'on ne peut plus être darwinien aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne veux pas dire du tout, et ce n'est pas du tout en contradiction à mon avis avec Amezen. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut abandonner le modèle darwinien en science. Pour moi, c'est le modèle rationnel, le modèle darwinien. Mais la vie humaine n'est pas darwinienne. Et c'est Darwin lui-même qui a posé le problème. Et ça, personne n'ose le poser. Voilà. Vous regardez M. Amezen en disant qu'est-ce qu'il va faire, mais il le sait très bien, M. Amezen. Il le sait très bien, et ça, c'est un problème que vous ne posez pas dans vos émissions, par exemple. C'est un problème que vous ne posez pas parce que nous sommes ici sur un plateau de télévision, il ne faut pas trop déranger, il faut faire un petit truc qui roule bien. Oh non, c'est pas l'idée du tout, jamais, pas du tout. Sinon, on n'invite pas Jean-Luc Mélenchon. Mais si, c'est un personnage médiatique qui fait beaucoup, comme Le Pen autrefois et Georges Marchais, oh non, qui fait beaucoup d'audimat. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est pas gentil, ça. La télévision fait partie du système consumériste, elle a été conçue pour cela, et d'ailleurs elle est financée par cela, et que par conséquent il y a une critique radicale à faire, et que ni vous, ni Mélenchon, ni M. Amezen, ni moi d'ailleurs, nous arrivons à la faire correctement, parce que ça supposerait un sursaut qu'on reproche à François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, et a les raisons de le faire, de ne pas le faire, mais ça supposerait ce sursaut aussi à l'UNESCO, ça le supposerait à l'OMC, et personne ne l'ose. Même pas Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il m'a écrit, Jean-Luc Mélenchon, il y a un an, pour soutenir sa campagne. Et je lui dis, moi je ne veux pas soutenir votre campagne, je veux qu'on discute. Et puis finalement, on ne s'est jamais vu. José Bové, je lui avais écrit il y a 3 ou 4 ans, il a fait quelque chose qui m'avait choqué. Et donc je lui avais écrit en disant, discutons. Il ne m'a jamais répondu. Puis après, il m'a écrit en me disant, il faut soutenir mon... Et je lui ai dit, allez vous faire foutre. Parce que tout ça, c'est la même mafia consumériste. Alors, très bien. Le consumérisme politique, ça existe aussi. François Hollande fait du consumérisme politique, c'est pour ça qu'il se ramasse, comme Sarkozy le faisait. Et comme Mélenchon continue à le faire, et il faut que ça cesse. Parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour le Front National. Alors, vous avez posé beaucoup de problèmes. Chacun va vous répondre. D'abord Raphaël Antoven et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Il y a une phrase d'Oscar Wilde, ou peut-être c'est Labiche d'ailleurs, qui dit « L'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi ». J'ai l'impression qu'à ce compte-là, vous voyez beaucoup d'égoïstes, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais parlé de ça, moi. Non, mais ceux qui ne vous répondent pas. Non, mais vous parlez de ceux qui ne vous répondent pas. Vous faites toujours des citations. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Avec vos citations, vous déplacez le problème, vous noyez le poisson. Attendez, je vais finir et après vous pourrez m'interrompre. D'accord, je vais finir. D'abord, je vais finir. Et puis chacun son tour. D'abord, je vais finir. Et puis après, vous êtes content parce qu'on s'engueule, ça fait de l'audimat. Et tout ça est nul. Bon. Allez-y maintenant. Je vous remercie. Merci. C'est gentil de me donner la parole. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Non, mais je m'énerve parce que je suis très en colère. Tout le monde est très en colère. Les gens qui sont dans les rues sont très en colère. Et vous, pendant ce temps-là, vous papotez.
Et vous non. Et vous non. Et vous non. C'est irresponsable. Et vous non. Et vous non. Et vous non. Vous n'êtes pas là maquillé pour parler et déployer une théorie. Non, je ne papote pas. Non, vous ne papotez pas. D'accord, vous pipotez. En l'occurrence, ce qui se passe avec, par exemple, c'est très intéressant. Vous dites que les gens, le signe de l'incurie, c'est que les gens vous rappellent pas, ce qui est quand même une façon de se prendre pour le centre du monde. Vous dites que les médias. Je vais finir et après vous pourrez. Non, chacun son tour là, s'il vous plaît. Oui. Et vous parlez des médias. Vous dites que les médias jouent tous le même jeu. C'est faux. Il existe des lieux, des havres, ici, France Culture, Arte, pour ne pas les citer, qui sont des médias où on est payé, pas forcément très bien, mais c'est pas grave, où on est payé pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la loi du marché, avec la logique ambiante, avec un discours général. Ce sont des havres de liberté qu'il faut protéger, au lieu d'y voir tout de suite les linéaments d'une corruption à venir. Je veux dire, c'est juste une question Et puis de façon générale, il vaut mieux comprendre les autres avant de les juger. Et puis... excusez-moi, vous parlez d'une pensée radicale. Je viens de préfacer les œuvres de Camus et honnêtement, quand on lit Camus, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'une pensée radicale est le contraire d'une pensée exigeante. Le contraire de l'exigence, c'est la radicalité. La pensée radicale est une pensée bourgeoise. J'ai jamais parlé de pensée radicale, moi. Non, vous avez employé le mot radical à peu près 5 fois. Non, vous avez entendu je vous ai ça, peut-être mal entendu, mais c'est pas grave. Je n'utilise jamais ce mot-là. Non, d'accord, jamais. Bon, le fait est que donc, vous n'avez pas dit radical, ou alors vous l'avez dit, mais vous y trouviez un autre sens. Non, vous avez entendu ça parce que vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre. D'accord. Écoutez, alors là, pour le coup, c'est très simple, les gens jugeront. Les gens jugeront, vous avez pris la parole. Ils vont juger, vous verrez, effectivement. Vous verrez sur le net demain ce qu'ils vont juger. Une pensée radicale. Je sais, vous savez. Une pensée radicale, je sais que vous savez tout. Non, je ne sais pas tout du tout, mais je sais ce que la différence entre vous et moi, c'est que vous tenez publique. Le contraire de l'erreur pour une vérité. Moi, je pense que c'est le doute, le contraire de l'erreur. Une pensée radicale est une pensée confortable. C'est une pensée bourgeoise, c'est une pensée qui vous permet, qui vous désengage, en un sens. Et cet éloge que vous faites d'une pensée radicale, cette critique sommaire que vous faites des médias... J'ai parlé de pensée radicale, monsieur Laurent ? Non, c'est pas le mot que Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je ne crois pas. Bon, moi, je trouve normal que... Mais vous aviez à caser votre truc sur le radical, donc vous avez entendu ce que je disais. Jean-Luc Mélenchon. Il est odieux, lui, en fait. Mais oui, je suis odieux, absolument. C'est fou, ça. Non, moi, j'accepte d'être mis au défi par quelqu'un qui pense, qui réfléchit et qui adresse des reproches, parce que, bon, il y a un côté qui est désagréable à les entendre, puis c'est pas toujours dit avec beaucoup de grâce, mais ça fait réfléchir quand même. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ce qui vient d'être dit. Alors, si le cœur de ce qui vient d'être dit, c'est que la crise du modèle de civilisation humaine résulte de son consumérisme exacerbé, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tout mon comportement est correctement déduit de cette prémisse ? Je ne sais pas, de toute façon, je ne prétends pas à la sainteté ni à la perfection, mais à la réflexion, si. Et dans les bases programmatiques, et comme là où vous avez raison, mais vous pourriez aussi le dire d'une manière qui donne envie d'aller plus loin, c'est que vous avez raison de dire que toute la gauche historique est dans une matrice productiviste. Bien sûr, c'est vrai. Et la preuve, par exemple, la social-démocratie résume sa visée en disant nous allons partager les fruits de la croissance. Donc ça suppose une croissance sans fin. Elle ne touchera pas au gâteau initial, elle va partager les fruits de la croissance. Ce qui veut dire que, elle accepte le rapport de force antérieur politique, donc c'est un désastre, et il lui faut la croissance. Le communisme d'État a été une politique de développement des forces productives pour rattraper l'arriération de la société, etc., etc. Et on en a fait un dogme. De la même manière, spontanément, dans le syndicalisme ouvrier, c'est normal. L'ouvrier, le travailleur, le cadre, l'ingénieur va vouloir défendre l'entreprise dans laquelle il est. Et ça vous donne des choses comme celles qu'on a vues chez les bonnets rouges. Vous avez des gens qui disent si, nous voulons des subventions pour continuer à produire du poulet surgelé, alors que tout le monde sait que le poulet surgelé va se retrouver dans je ne sais quel pays où il va ruiner l'agriculture, les gens vont venir dans l'immigration. Bref, tout ça est absurde. Donc ça, c'est vrai, il a raison. C'est désagréable à entendre, mais après, bon, les conclusions qu'il en tire, c'est son affaire. Mais politiquement, c'est vrai. Et l'interpellation qui a été faite il y a un instant par vous, madame, et les images qu'on a vues, ça, c'est la vérité. Mais le problème, c'est pas la matière, le problème, c'est la manière, si vous voulez. Il y a une façon... La sienne, pas la vôtre. Non, mais moi, je parle du sujet. Il y a une façon de dire les choses. Le problème n'est pas le contenu de ce qu'on raconte. Le problème, c'est la façon dont on avance. Alors là, justement, oui, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Ça dépend, parce que des fois, on peut aussi être maladroit. Moi, ça m'arrive assez souvent. On peut aussi se laisser emporter par ses passions. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la mise au défi. Et dans la question que vous souleviez, il y en avait une, pardon, je voudrais y revenir. Vous disiez que chacun déjà fasse le ménage chez soi et on arrangera les choses. Oui, mais nous avons un grand sujet qui nous est posé, à nous l'humanité, c'est la gestion des biens communs.
C'est-à-dire, vont-ils rester communs? Ou bien est-ce que la solution pour que l'océan soit propre, c'est qu'on se le découpe entre nations? Mais si on fait ça, on se fera la guerre. Exactement comme si on se met à partager l'Arctique, si on se met à partager le pôle Nord, on se fera la guerre parce que ce sera l'accès aux matières premières. Et si on continue comme il vient de le dénoncer dans le consumérisme, il faudra toujours plus de fer, toujours plus d'or, toujours plus de platine, et donc aller le chercher. Donc, s'il n'y a pas bien commun, la gestion des biens communs est la grande question du futur. Et moi, je soutiens que les biens communs doivent rester communs, ce qui nous amène, je finis là-dessus, par exemple, à la gestion d'autres biens communs. L'eau. L'eau, celle qu'on boit. Qui la possède? On la possède ou elle est à tous? L'air. Autrefois, c'était une idée folle que de dire à qui appartient l'air. Mais oui, la question est posée. Après tout, puisqu'ils ont organisé un marché carbone, qui est le marché des droits à polluer, c'est donc bien que l'air est devenu un bien marchand dont la qualité, maintenant, va dépendre du marché. Donc, vous voyez, nous sommes sur des questions qui sont à l'articulation du politique, du philosophique et du juridique. Et je crois que vous mettez le doigt au bon endroit. Qu'est-ce qu'on fait des biens communs? Voilà la bonne question. On ne peut rien en faire si on continue à faire ce qu'il dénonce. Jean-Claude Amezen. Oui. Alors, un mot sur Darwin, d'abord, pour commencer. En 1871, si ma mémoire est bonne, Darwin reprenait cet adage prêté à Francis Bacon, la connaissance c'est du pouvoir, et il disait « L'homme a aujourd'hui acquis, en 1871, un tel pouvoir sur le monde matériel que dans un avenir proche, il détruira toutes les merveilleuses formes de vie animale et végétale, sauf celles qu'il aura conservées dans ses jardins botaniques et dans ses fermes et ses jardins zoologiques. » Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je crois, le nombre des animaux mammifères et vertébrés peut-être qui existent dans le monde sont les animaux domestiques par rapport aux animaux sauvages. Donc, il y a on quelque va chose. trouver ce texte Je vous donnerai la référence. Ah, c'est magnifique, ça. Et donc cette Franchement, idée prémonitoire, que le hein. souci de la disparition des biens communs, ce qu'il appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, est quelque chose de récent, le Club de Rome et tout, pas du tout. Ça a été pensé avant, un peu comme la séparation de l'esprit et du corps que pensait Descartes. À la même époque, Spinoza disait et pensait que le corps et l'esprit sont une même chose, vus sous deux angles différents. Donc je crois que, au fond, beaucoup de choses ont été pensées. Une des questions, c'est ce qu'on en fait. Le bien commun, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous parliez de l'océan, et c'est vrai que l'eau potable, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, bien commun, moi, en vous écoutant, je me disais, il y a deux choses. Bien commun, mais ne soyons pas maîtres et possesseurs de la nature. Et donc, il y a une non-patrimonialité de ce que nous considérons comme un bien commun. Si c'est vraiment un bien commun, c'est qu'il est à personne. Et c'est parce qu'il n'est à personne qu'il est à tout le monde. Un peu comme le législateur français a considéré que le corps, que mon corps n'appartient à personne, même pas à moi. Et donc, c'est d'une certaine façon quelque chose d'extrêmement précieux, puisque personne ne peut avoir un titre de propriété. Donc je pense qu'il y a une réflexion, et je crois que ce qui a été évoqué est très important. On vit, ce que vous disiez d'ailleurs, on vit dans un contexte où certaines questions, on ne les creuse pas, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi serait fait la réponse. Or, c'est comme en recherche, ce qui est intéressant, c'est le nouveau, c'est d'être confronté à l'inconnu, c'est d'être confronté à ce qu'on ne sait pas. Or, c'est vrai que penser que la croissance, ce qu'on appelle la croissance, résoudra les problèmes en produisant toujours plus, et d'un autre côté avoir le souci de la préservation des ressources non renouvelables, c'est quelque chose qui est pensé en parallèle, mais pas ensemble. De la même façon que la justice distributive, on fait de la croissance pour la répartir à tout le monde, et penser en même temps qu'une inégalité fondamentale, c'est-à-dire une grande partie de l'humanité ne dispose pas. De la même façon que, ce qui est une très belle idée, l'idée de développement durable, n'est pas pensée en même temps que celle d'un développement équitable. Et donc c'est la durabilité d'un développement non équitable. Donc je crois qu'il y a à la fois une nécessité, c'est un peu comme en médecine, ce n'est pas parce qu'on veut résoudre les problèmes à long terme qu'il ne faut pas s'occuper des urgences, parce que sinon des gens meurent, donc il y a des problèmes à régler chaque jour, mais il ne faut pas que le fait de régler des problèmes chaque jour et de corriger des problèmes chaque jour empêche de construire l'avenir à moyen et à long terme. Il faut se poser la question de la possibilité d'un discours commun. Vous avez parlé d'un discours commun tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon. Un discours commun n'est pas un discours où tout le monde dit la même chose. Un discours commun, c'est un discours, c'est une sphère à l'intérieur de laquelle les gens sont d'accord entre eux pour ne pas s'entendre. C'est-à-dire ils s'entendent pour ne pas s'entendre. Il y a une base commune qui permet, à partir d'options idéologiques différentes, de discuter. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de matière et manière. Pardon, ce n'est pas une différence entre le fond et la forme. Ce n'est pas juste être poli d'un côté ou avoir des convictions de l'autre. C'est la différence entre la matière et la manière, c'est la différence qu'il y a entre l'intention d'un discours et sa structure. Je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut.
On peut dire tout ce qu'on veut, à condition, en le disant, de ménager la possibilité d'un échange ou d'un dialogue. C'est le point de départ. C'est le point de départ d'un discours commun. Il n'y a pas de discours commun au sens où il n'y a pas de discours univoque. Un discours commun, une communauté de discours, est une communauté de discours divers qui s'entendent au moins pour avoir un but commun et des moyens divergents. Ce que Amartya Sen appelle dans son dernier livre l'idée de justice, le dialogue Exactement. raisonné. Exactement. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, je crois qu'il faut choisir ses interlocuteurs. Voilà. Et qu'il y a des gens avec lesquels on dit on va dialoguer, d'autres avec lesquels on dit c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc voilà. Ce que je crois, moi, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est pas simplement de trouver des choses qui marchent, c'est d'inventer un nouveau modèle pour un nouveau consensus, une nouvelle négociation mondiale sur les questions dont vous parlez. Je veux dire par là qu'il y a plein de choses qui marchent, mais aujourd'hui, le problème n'est pas de trouver des micro-choses qui marchent, c'est de faire un changement macro-économique, macro-politique, macro-humain, si on peut dire. Et par rapport à cela, il faut se remettre à faire ce que j'appelle la critique de l'économie politique. Alors, pour avoir un bel avenir, il faudrait d'abord pouvoir identifier les dangers, les menaces. Je voudrais demander au biologiste Jean-Claude Amezen, quelles sont pour vous les principales menaces pour le monde dans les 20-30 ans? Alors, il y a des dangers. Je veux dire, encore une fois, il y a l'imprévisible, c'est-à-dire nous ne pouvons qu'accompagner ce qui en fait est une évolution, une transformation, une métamorphose. Là où on peut parler de danger... Alors les espèces, par exemple, les abeilles, par exemple, le jour où il n'y a plus d'abeilles. Là où on peut parler de danger, en fait, c'est là où nous sommes responsables. Au fond, nous n'avons pas tellement de pouvoir, mais nous avons des responsabilités. Et donc, quand nous causons un désastre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de désastres qui se causent spontanément, des tremblements de terre, des tas d'autres. Mais quand nous sommes responsables, c'est gênant. Au fond, c'est ce que vous disiez, notre responsabilité n'a fait que croître avec nos connaissances. Et la disparition des abeilles est en effet quelque chose dont on réalise rétrospectivement. On les a chantées parce qu'elles nous donnent du miel, elles nous donnent de la cire, et depuis des milliers d'années, elles sont un sujet d'émerveillement, leur danse, leurs moyens de communication. Mais on a réalisé progressivement... Elles reconnaissent les couleurs, les odeurs, enfin c'est vraiment... Elles apprennent, elles ont des concepts abstraits. Enfin, humains, voilà. oui. Enfin, en tout cas, c'est nos parentes, comme l'ensemble du monde vivant. Donc à des degrés divers, elles ont des comportements qui nous surprennent parce que c'est des reflets de ce qu'on croyait être uniquement des comportements ou des états d'esprit humains. Mais c'est pas ça. Au fond, la fécondité des fleurs dépend depuis 100 millions d'années de leurs interactions avec les abeilles. La fécondité des fleurs, c'est la production des fruits, des légumes, des noix. Et donc on s'aperçoit petit à petit que ce qu'on croyait qu'elles nous apportaient, qui était leur miel et leur cire, était au fond extrêmement beau mais insignifiant par rapport à ce qu'elles nous apportent depuis si longtemps, qui est notre nourriture. Et la disparition des abeilles est quelque chose qui s'accélère. Il y a des travaux récents qui le montrent au niveau mondial. On a cru que les abeilles qu'on élève, Apis mellifera, dans nos ruches, pouvaient remplacer, il suffisait d'en élever plus. Non seulement celles-là se portent mal et disparaissent, mais des travaux récents indiquent que ce sont les centaines ou les milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui jouent un rôle dans la fécondité des fleurs que nos abeilles domestiques ne peuvent pas remplacer. Et donc, d'une certaine façon, ce tissu, la préservation de ce tissu, est quelque chose d'important, non seulement pour des raisons émotionnelles, affectives, esthétiques, mais pour des raisons, je dirais, de nourriture. Et nous découvrons, en fait, je crois, ce qui est très touchant et ce qui est un des dangers, c'est cette texture, ces tissus. C'est pas simplement dénombrer le nombre d'espèces, compter les espèces, c'est compter tout ce tissu d'interaction et de relations qui fait la richesse et qui maintient ce monde vivant. Là, vous avez dit une horreur, là. Oui, il y a une espèce à détruire. Oui, il y a une espèce sociale à détruire pour y arriver. Parce que les abeilles ne meurent pas parce qu'elles ne se plaisent pas dans leurs tâches quotidiennes. Elles meurent parce qu'on met des pesticides partout et qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on vende des pesticides et qui sont prêts à se couper les deux mains et à égorger leur propre famille pour continuer à vendre du pesticide. La France est un des pays qui en consomme le plus de toute l'Europe. Il y a des lobbies très puissants. Et de la même manière, tout à l'heure on parlait de la mer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on a dit que le niveau monterait, mais c'est pas tout. Il y a une autre chose à dire. C'est que comme l'humanité, c'est un processus d'expansion. Elle a couvert le territoire. Nous sommes 7 milliards, vous l'avez rappelé. Nous entrerons en mer. Quand je dis entrerons, il y a des gens qui se rassurent. Non, on est déjà entré en mer. Mais qui est entré en mer, s'il vous plaît ? Ceux qui sont allés faire des forages pour sortir du pétrole, pour sortir du minerai, etc. C'est-à-dire attendez, et puis la pêche, il y a des pêches extraordinaires dans les livres de Maud Fontenoy. Ah oui, la pêche industrielle qui ramasse tout. Mais donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est l'organisation
capitaliste de la société, parce que sinon, notre conversation va devenir un peu bisounours, quoi. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'intérêt, il y a juste une humanité qui est travaillée par la bonté ou la méchanceté. Non, c'est une affaire de lutte sociale et de confrontation d'intérêts. Donc les abeilles sont malades du capitalisme, la mer est malade du capitalisme, les ours polaires pareil, et toutes les espèces vivantes sont malades du capitalisme. Il a pollué pas mal en Union soviétique et en Chine, hein, quand même. C'est vrai, mais comme il n'y a plus de il est pas mal communisme. aussi. Mais vous avez raison, mais parce que le productivisme a joué son rôle. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que le capitalisme pour être le modèle productiviste. Un petit mot très court. Ce que j'appelle l'économie de la contribution, c'est une économie qui repose sur la pollinisation. Mais pas par les abeilles simplement, mais par ce que j'appelle moi les abeilles noétiques, c'est-à-dire nous. Oui. Nous sommes des abeilles. C'est-à-dire nous fécondons le monde avec nos idées et nos débats. On choisit ses interlocuteurs. Quand ils sont possibles. Il y a des gens avec qui je ne discute pas, moi. Effectivement. Vous ne discutez pas avec lui, alors Et avec Raphaël Antoven, vous ne discutez pas non plus? Mais laissons tomber. C'est bien de ce que je veux dire, c'est que... c'est bien de discuter avec Raphaël Antoven, regardez, ce que je veux dire, c'est que... tout le monde a parlé avec lui. Il y a des... Qu'est-ce qu'il a? Quel problème mais surtout, c'est à moi qu'il dit qu'il ne discute pas avec lui. Il y a une économie... Je vous réponds... Allez-y, répondez, mais attention, vous êtes menacé par une discussion. Il y a une économie qui est une économie de contribution qui émerge aujourd'hui. L'économie de logiciel libre fonctionne sur ce que, d'ailleurs, un économiste français qui s'appelle Yann Moulay-Boutan appelle l'économie pollen. Aujourd'hui, il faut sortir de l'économie fourmi, parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie fourmi. En plus, avec les réseaux sociaux qui produisent ce que j'appelle moi des phéromones numériques, c'est-à-dire on produit des traces. Vous savez ce que font les fourmis dans certaines fourmilières? Elles disent « je suis en train de faire ça ». Comme par exemple « je suis en train de soigner les nurses ». Je dis ça parce que j'ai travaillé avec des entomologistes il y a 20 ans à l'université de Compiègne pour modéliser, on faisait de la vie artificielle, modéliser des fourmilières sous forme numérique. Et donc les fourmis, dans ces fourmilières-là, quand elles produisent une activité, elles disent « je suis en train de faire ça ». Qu'est-ce qu'on fait sur Twitter ou sur Facebook? On fait la même chose. Et aujourd'hui, on a un système de transformation, de ce que j'appelle le devenir arthropode de l'humanité, c'est-à-dire les arthropodes, ce sont les insectes. Hein. On est en train de devenir des fourmis numériques. Il faut devenir des abeilles. Bon. Et des abeilles, non pas numériques, mais noétiques, c'est-à-dire il faut féconder le monde avec nos idées et nos débats. Alors, et ça, c'est un changement total de modèle industriel. On va continuer cette émission en se demandant si l'homme en kit ou le robot ne sont pas l'avenir de l'humanité, justement. Jérémy Collado et Alexandre Gamelin ont apporté leur réflexion sur cette question en images et à leur manière. On regarde. Bizarrement, quand la science-fiction imagine l'avenir, c'est souvent pour nous prédire que des robots prendront un jour le pouvoir. Ils remplacent les hommes à la tête des armées, prennent notre place dans les grandes entreprises, ou même pire, dans nos lits. Si ce scénario est très inquiétant, rassurez-vous, il est plutôt peu probable. Car de l'eau aura coulé sous les ponts quand ces machines seront dotées d'une conscience qui leur permettra de comprendre, de sentir et même de ressentir, bref, d'être un homme comme les autres. Ce qui est plus probable, en revanche, c'est que l'homme, lui, se transforme en véritable robot. Par petits morceaux, en kit. On peut imaginer qu'un jour, nos bras seront remplacés par des bouts de ferraille bionique pouvant soulever des charges titanesques, ou même remplacer tous nos organes pour augmenter leur durée de vie et s'implanter de nouvelles cellules à la place de celles qui sont endommagées. L'homme robot, l'homme surhumain est peut-être déjà né. Mais pouvons-nous modifier notre corps sans limite? Ou s'arrêter quand l'imagination et la folie humaine n'en ont aucune? Voulons-nous d'un corps en pièces détaché, modulable à l'infini, que l'on ferait passer au contrôle technique comme une vulgaire carrosserie de voiture? Surtout, on aura beau vouloir en repousser le terme, au bout de 30, 90 ou 350 ans, il faudra toujours affronter la même question, celle de la mort, de la peur du néant ou de l'espérance dans l'au-delà. À moins qu'une invention incroyable nous libère enfin de cette angoisse qui fait de nous des hommes et nous pourrit la vie. Merci Alexandre, merci Jérémy. Alors, je ne veux pas dire qu'on gardait le meilleur pour la fin, ce ne serait pas gentil pour les autres, et puis on a été gâtés. Mais Laurent Alexandre, alors vous êtes un sacré personnage. Vous êtes chirurgien, vous êtes un ancien élève de l'ENA, ça je ne comprends pas, je ne vois pas le rapport. Enfin, vous dirigez une entreprise, et puis vous êtes l'auteur d'un livre culte, hein, La mort de la mort, c'est sorti déjà il y a quelques temps. Ça marche toujours aussi bien, les gens en parlent, c'est un livre absolument formidable parce que tout est clair, on comprend tout, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres scientifiques. Alors vous allez nous dire, alors comment vous voyez l'avenir que vous racontez là-dedans, qui est juste dingue, avec cet homme en kit là, qui se remet des trucs sans arrêt, des organes, des machins, et qui va vivre 500
700 000 ans? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train d'acquérir un pouvoir absolument gigantesque sur notre nature biologique. Nous allons, dans les décennies qui viennent, pouvoir de mieux en mieux lire notre génome, comprendre notre identité biologique et puis progressivement pouvoir modifier nos cellules, modifier nos tissus. Nous sommes à la veille d'une révolution absolument extraordinaire grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanobiotechnologies, et puis la convergence entre l'informatique et puis les sciences du cerveau. Oui, alors ça c'est pour opérer, mais après pour vivre longtemps. Nous allons vivre de plus en plus longtemps, mais il faut bien voir que le recul de la mort n'est pas quelque chose de récent. Le recul de la mort a commencé au milieu du XVIIIe siècle. L'espérance de vie en France est de 25 ans en 1750. Elle est aujourd'hui d'à peu près 85 ans. Donc le recul de la mort, il a déjà 2 siècles et demi. Nous avons considérablement fait reculer la mort dès à présent. Notre espérance de vie a déjà cru grâce à l'hygiène, à la vaccination, à la médecine traditionnelle. Le fait nouveau, c'est qu'avec les nanobiotechnologies, nous allons probablement, dans les décennies qui viennent, encore accélérer l'augmentation de l'espérance de vie. Concrètement, nous allons pouvoir de mieux en mieux, nous allons progressivement, grâce au séquençage ADN, mieux connaître nos problèmes de santé, les prévenir. C'est-à-dire, on saura avant, mais ça c'est la médecine dite prédictive. C'est de la médecine prédictive. On sait, voilà, je vais avoir un cancer à 40 ans, c'est ça, on saura personnaliser les traitements en fonction de notre patrimoine génétique. Nous allons pouvoir modifier dans les décennies qui viennent notre ADN et donc corriger certaines anomalies. Grâce à la médecine régénérative et aux cellules souches, nous allons pouvoir régénérer nos tissus et nos organes. Nous allons avoir un pouvoir de plus en plus important sur notre corps et notre nature biologique, ce qui va probablement reculer de façon accélérée l'âge de la mort. Alors jusqu'où? C'est ça l'idée. Parce que selon vous, par exemple, l'homme de 1000 ans est déjà né. Il est déjà sur Terre. Quelqu'un qui naît aujourd'hui aura en 2103 90 ans et bénéficiera des progrès biotechnologiques absolument extraordinaires du XXIe siècle. Il est possible que les gens qui naissent aujourd'hui bénéficient déjà d'une espérance de vie très longue. Ce qui ne signifie pas que la société sera parfaite. Le rôle du politique et le rôle de la société civile est justement d'encadrer et de décider ce que nous allons faire de ce pouvoir extraordinaire sur notre nature biologique. Jusqu'à quel âge ça va le faire, ça? Je ne suis pas persuadé que dans les siècles qui viennent, il reste une limite. Je pense que notre espérance de vie peut croître c'est vraiment, beaucoup. C'est pas un titre juste. La mort de la mort, c'est pas un titre. Je pense que notre espérance de vie peut croître beaucoup, mais je pense que c'est un pari faustien. Pour pouvoir vivre très longtemps, il va falloir accepter des modifications radicales de notre nature biologique. Et je ne suis pas persuadé que l'humanité doit faire ce choix de se changer biologiquement pour vivre très longtemps. C'est un choix philosophique fondamental qui devrait idéalement être un choix fait par toutes les nations et fait par l'humanité, car ce que nous avons entre commun, notre ADN et notre identité génétique, pour vivre très longtemps, il faudra accepter de le modifier dans les siècles qui viennent. Et ça pose des questions philosophiques absolument insurmontables, vues de 2013. Ça pose des questions quant à l'identité de l'individu qui est en kit et qui se change lui-même. Combien de temps reste-t-on soi-même quand on se change soi-même? Mais sur la question de la mort, je ne suis pas sûr qu'on change de problème. Est-ce qu'on meurt moins ou est-ce qu'on meurt mieux quand on meurt après 1000 ans, si vous voulez? On meurt quand même. On reste un mort en sursis. C'est ça que je veux dire. Oui, mais on a bien profité. Non, certes, mais on en profite autant en 20 ans. Radiguet, il avait profité de la vie en 20 ans plus qu'un centenaire. Oui, il aurait été sûrement très heureux de vivre jusqu'à 1000 ans quand même. Il y a des tas de centenaires qui meurent prématurément parce qu'ils n'ont pas joui de l'existence. Et il y a des vingtenaires qui meurent au bon moment. Je veux dire, si aujourd'hui on proposait de retourner à l'espérance de vie de 25 ans de 1750, il y a peu de gens qui accepteraient. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on appelle bien souvent progrès ce qui me semble ici davantage une performance, mais qui ne change rien à la nature du problème. Je n'ai pas dit que c'est un progrès. Bon, voilà. Je ne dis pas que de vivre très longtemps est un progrès. Parce que ça ne nous enlèvera pas la question de savoir pourquoi faire. Le problème reste exactement manger des tas de choses, simplement, je dis que la technologie va nous permettre de vivre plus longtemps. Même, la technologie va nous permettre de vivre plus longtemps au prix d'une modification de notre identité biologique. Mais c'est une amélioration quantitative, on n'est pas dans une amélioration qualitative. Il a raison, on n'aura pas moins de mal d'amour en vivant 1000 ans. Le problème reste en oui, mais on aura peut-être moins d'arthrose aussi. C'est pas mal à prendre. Jean-Claude Amezen. Il y a deux choses, je crois, qu'il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, le handicap, la maladie, toute une série n'ont rien à voir avec l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente. La question, c'est de vivre bien. Donc déjà, est-ce que la médecine permettra de vivre bien, quelle que soit notre durée de vie, est indépendante de cette question. La deuxième, c'est que la mort de la mort, je veux dire, nous tuons beaucoup. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas de soins. Il y a beaucoup de gens qui meurent en Syrie. Et donc, je veux dire, il y a déjà, au fond,
ne pas tuer, ça serait déjà une façon, permettre de vivre le mieux possible, ça serait déjà une façon. Et ça, c'est sociétal, ça, c'est pas la technique, c'est pas la biotechnologie. L'espérance de vie augmente beaucoup dans les pays du tiers-monde aujourd'hui. Elle augmente, mais à quel prix 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de pneumonie, dont nous avons les vaccins et les antibiotiques, etc. etc. Donc ce que je veux dire, c'est jusqu'où la vie nous est-elle précieuse. Encore une fois, c'est pas de se dire que moi, je vivrai peut-être 200 ans et puis les autres, on verra. C'est, je veux dire, comment et dans quelles conditions vivra chaque être qui va naître, comme vous dites aujourd'hui. La deuxième chose, c'est là où il faut être un peu modeste, c'est qu'il y a énormément d'expériences depuis seulement 20 ans. Ça fait que 20 ans que la biologie commence à modifier l'espérance de vie dans des espèces animales. En moyenne, chez des mammifères, chez la drosophile, la mouche du vinaigre, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'augmenter de 30% l'espérance de vie. La très bonne nouvelle, c'est que ça augmente la durée de la jeunesse et pas la durée de la vieillesse, mais c'est un tiers. Et pour l'instant, il n'y a jamais eu, le plus grand record chez un tout petit ver qui vit une dizaine de jours, c'est Norhabditis elegans, c'est de prolonger 5 fois sa durée de vie, mais c'est 5 fois sur 10 jours. Donc chez la souris, c'est 30%, chez la mouche du vinaigre, c'est 30%, chez la levure, c'est 30%. Et donc je pense que, et ce n'est pas de la biotechnologie, c'est des approches assez intéressantes qui consistent soit à modifier un gène, soit à changer le mode de vie, l'alimentation de l'animal. En gros, changer ses conditions de vie, aujourd'hui, donne la même chose, le même résultat que la thérapie génique. Et donc, c'est intéressant de savoir si d'autres approches sont possibles. Mais aujourd'hui, ce que nous dit la biologie, c'est que ces avancées sont relativement modestes et qu'elles peuvent être obtenues simplement en changeant les conditions de vie, ce qui, d'un point de vue humain, est intéressant. Vous êtes d'accord que nous ne sommes qu'au tout début de ces recherches, qui sont extrêmement récentes. La biologie dit également autre chose. C'est dans le livre de Jean-Claude qui s'appelle « La sculpture du vivant ». Jean-Claude explique aux profanes que nous sommes, enfin que je suis en tout cas, que le suicide cellulaire est une condition de la vie. C'est-à-dire que exactement. C'est-à-dire qu'une cellule qui ne meurt pas, c'est une cellule cancéreuse. Pardon de résumer grossièrement la pensée de Jean-Claude Amezen, mais c'est quand même ça. Une cellule qui ne meurt pas est une cellule malade. La mort est partie intégrante de l'existence. La mort cellulaire. La mort cellulaire. Est nécessaire. Oui, mais tenir la mort... Enfin, je veux dire, on a une représentation de la mort, une représentation presque mythologique de la mort. On considère qu'il faut lutter contre la mort, mais c'est une idée étrange, c'est une représentation presque mythologique de cette affaire-là. La mort fait partie intégrante de l'existence et donne aussi son prix à l'existence. Si on n'était pas mortel, il y a des tas de questions qu'on ne se poserait pas. C'est-à-dire il y a des tas d'entreprises qu'on ne ferait pas. Je ne suis pas sûr qu'on aurait le goût on ne sera jamais dispensé. Si on n'était pas mortel, mais... Pour relancer sur le camusien que j'ai en face de moi, on ne sera jamais dispensé de la question du sens. Et elle est beaucoup plus violente qu'elle n'apparaît, parce que tant que nous sommes dans une durée de vie contingentée, la lutte contre la mort a un sens. Et peut-être qu'elle déforme notre perception de la vie. Mais dès lors que la mort n'est plus objet de lutte et d'hostilité, la question du sens de la vie devient premier, avant la question de la lutte contre la mort. Et donc du sens. Et comme l'univers n'a pas de sens, comme l'écosphère se contrefiche de nous et qu'elle peut continuer avec des cafards et des fourmis, sans que ça n'indispose si peu que ce soit, on va se retrouver, ce que je disais tout à l'heure, avec des questions philosophiques posées au cœur de l'existence. Alors, par contre, une chose qu'il faut dire avant toute chose, en parlant de votre livre. D'abord, merci de l'écrire. 2, d'écrire et qu'on comprenne. Parce que le grand défi de la démocratie contemporaine, c'est que les scientifiques ne font pas l'effort de vulgarisation, qui considèrent que c'est tout ça, c'est pas leurs affaires, que la presse consacre peu d'espace à la culture scientifique et technique, de même d'ailleurs que nos modèles éducatifs, si bien que nous sommes désemparés. Nous ne comprenons pas de quoi il est question, nous ne comprenons pas ce que les mots veulent dire, et nous avons une culture scientifique extrêmement superficielle par rapport aux thèmes fondamentaux que vous évoquez. Évidemment, il nous met au défi. Qu'est-ce qu'un homme de gauche a à dire sur la fin de la mort ? Bon, d'abord, c'est l'enthousiasme de l'homme des Lumières, du progressiste. Et puis après, en fait, je me dis, mais est-ce que j'ai quelque chose à dire, moi ? Est-ce que c'est de l'ordre du politique de s'exprimer sur l'accès d'un être humain à la quasi-éternité. Non, mais si vous ne mouriez pas, vous seriez désespéré. Il n'y a pas besoin d'être de gauche pour ça. 2 choses pour vous rassurer. On ne peut jamais savoir si on est immortel, parce que être immortel, c'est ne pas mourir demain. Et donc, on peut savoir qu'on n'est pas mort, mais on ne peut pas savoir qu'on ne sera pas mort demain. Donc, l'immortalité est un rêve intéressant, mais dont l'existence. Vous voulez dire qu'il y aura des accidents de voiture chez les immortels ? La deuxième chose, c'est que ne pas mourir, j'allais dire de vivre,
ne met pas à l'abri des accidents. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire d'un point de vue philosophique et politique aujourd'hui, et nous avons une conférence de citoyens qui réfléchit à cette question aujourd'hui, un des droits qui est demandé par un certain nombre de personnes dans un certain nombre de pays, c'est le droit à un accompagnement pour mettre fin à sa vie quand on considère que sa vie est invivable. Et donc, voyez le paradoxe. D'un côté, rêver de toujours vivre. C'est pas un paradoxe, c'est bien, ça fait que souligner ça. Si nous étions informés à cet instant que nous vivrons 50 ans, on verrait notre mort d'une autre manière en se disant, mais attends, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé 50 ans. Ce que je veux dire, c'est que cette question concerne plus que la biologie. Elle est notre rapport à notre vie, à notre finitude. Et quand bien même nous ne mourrions pas de vieillesse, la question, je pense, de notre fin continuerait à être une question. Il y a une tâche qui est à notre portée, c'est ne pas mourir de son vivant. Ne pas céder à la mort un pouce de terrain dans le temps de la vie. Ça, c'est à la portée de chacun, pour le coup. Ce n'est pas une affaire de technologie. Mais pourquoi est-ce que les politiques ne s'intéressent pas à la mort de la mort? Pourquoi ils préfèrent s'intéresser, par exemple, à la pénalisation des clients de la prostitution? Alors, ça, c'est de la démagogie. Non, mais c'est un fait général. En France, les politiques ne s'intéressent absolument pas à la technologie. J'ai commencé par dire que c'est honteux, là, quand même. Fichez-vous de lui un peu, quoi. Bon, je peux continuer? Non, mais on va faire un débat à l'Assemblée à partir de demain. Que faisons-nous de la mort de la mort? Et le reste, le chômage, Monsieur Mélenchon, quand on aura le temps. Les politiques ne s'intéressent pas au futur en France. Dans les années 60-70, les politiques s'intéressaient au futur. Aujourd'hui, mais moi je m'y intéresse. À part vous. Ah bon? Vous êtes le seul politique. Vous êtes le seul politique qui s'intéresse à la technologie. Oui, mais tellement qui vous empêche de parler. Pas du tout. Il y a beaucoup de scientifiques. Il y a beaucoup de politiques. Par exemple, vous avez l'Office scientifique des choix scientifiques et technologiques. Ça regroupe des parlementaires. C'est pas vrai. Ne soyez pas injustes. Ils s'y intéressent dans la mesure de leurs moyens intellectuels. Regardez, le président de la République, il ne s'est jamais intéressé à ces sujets et à ces technologies. Donc globalement, on ne s'intéresse pas à ces sujets en matière politique en France. Il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le futur et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les politiques sont fondamentaux pour encadrer ce pouvoir extraordinaire que nous allons avoir sur la vie. Nous ne pouvons pas construire ce siècle qui va être vertigineux sans des remparts politiques, sans des remparts éthiques, et il est urgent d'y réfléchir aujourd'hui, car nous risquons de rentrer dans une zone où la technologie va tellement vite qu'on ne pourra plus la maîtriser. Je peux vous contredire. C'est pas aux politiques de se fixer ça d'abord. Il faut d'abord que les citoyens s'en emparent. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent. Or, figurez-vous que nous sommes assommés par la bien-pensance et le savoir des autres qui ne nous sollicitent. Je ne sais pas, vous mets en cause, hein, mais on ne nous sollicite pas dans notre intelligence. On ne nous instruit pas, on nous divertit. Alors, un petit tour de table, rapide. Je vais vous demander à chacun, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Je vais commencer par vous, Raphaël Antoven. Moi, je n'attends rien de l'avenir. J'essaie d'être l'ami du présent qui passe, et en espérant que le futur et le passé me seront donnés par surcroît. Je n'attends rien de l'avenir. Si je n'ai d'autre ambition que d'être un jour capable de désirer ce que j'ai. Voilà. C'est très philosophique, ça. Hein. Non, c'est pas très philosophique, c'est très concret. Alors, Raphaël Antoven publie avec son père Jean-Paul un excellent dictionnaire amoureux de Marcel Proust. C'est assez bizarre, j'ai l'impression que vous allez en vendre plus que l'œuvre de Proust elle-même. Je ne connais pas l'avenir, France. C'est très très bien fait, ça marche très bien. Et en plus, ce livre a eu le prix Femina de l'essai. Puis il y a votre Camus aussi, enfin votre Camus, c'est pas votre Camus, mais il y a une longue introduction au Quarto, donc aux éditions Gallimard. Maud Fontenoy, qu'est-ce que vous attendez alors ? Moi, le monde que je souhaite pour demain, probablement, c'est un monde dans lequel l'écologie prenne plus sa place, dans lequel, par exemple, l'écologie soit dans tous les programmes de l'éducation nationale, et il y a encore du chemin pour y arriver, parce que ce n'est pas encore le cas, et qu'on considère, dans mon ras-le-bol des écolos, il y a aussi une autodérision, quand on a tendance à penser que l'écologie est un sujet annexe, un sujet moins important, et qu'il y a la crise économique, et puis qu'il y a les écolos de l'autre côté, et qu'au contraire, tout ça est lié. Donc j'aimerais un monde où on regarde cette nature et on ne la consomme pas comme un énième produit au supermarché, mais qu'on comprenne bien qu'on a vraiment besoin d'elle pour notre bonheur personnel. Alors Maud Fontenoy, Ras-le-bol des écolos, c'est un livre très informé, très amusant aussi, enfin ça se lit très facilement, c'est aux éditions Plomb. Laurent Alexandre. Que tout le monde puisse avoir une vie passionnée, une vie passionnante, que tout le monde puisse être passionné par ce qu'il fait, comme moi je suis passionné. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, comme je suis passionné par mon activité scientifique. Et pour vous, techniquement, alors quoi? Techniquement, bah oui. L'allongement de la durée de la vie me paraît être un truc sympa. On y vient. Oui. 1000, 2000, 3000. Mais pour tout le monde et de façon démocratique. Et je souhaite que les nanobiotechnologies ne soient pas réservées à une élite.
Donc remboursé par la sécurité sociale. L'État-providence devra rembourser il paye pour qu'on vive jusqu'à la vie éternelle, oui. 1500 ans. Oui. Vous imaginez le budget des retraites. Bah oui. On ne prendra pas la retraite, on ne prendra pas la retraite à 60 ans. Si on vit 1000 ans, Jean-Luc Mélenchon, ce sera aux jeunes de payer. Ce sera aux jeunes de payer. Ça vous concerne, mais nous, on en profitera bien. La mort de la mort par Laurent Alexandre. Excellent livre aux éditions Lattès. Jean-Claude Amezen. Indépendamment de toutes nos réalisations, je dirais qu'on s'émerveille de la beauté et de la fragilité du monde dans lequel on vit et qu'on ait le souci des autres, même quand ils ne nous sont pas extrêmement proches ou extrêmement connus. D'accord, et comme invention, pas un mot sur les abeilles, les fourmis, enfin, vos sujets de prédilection qu'on retrouve sur les épaules de Darwin. Je crois que la recherche, comme les arts, sont riches de ce qui nous manque aujourd'hui. Et que donc, si on croit à la recherche, c'est que le généticien John Haldane disait que le monde n'est pas seulement plus étrange que nous ne le pensons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et ce que nous apporte la recherche, c'est la surprise de ce que nous ne savions pas que l'avenir nous réservait. Donc moi, je crois que l'important, c'est l'environnement humain, la qualité de l'environnement humain dans lequel ces découvertes surgissent, dans lequel ces nouveautés surgissent, plutôt que de penser que telle ou telle nouveauté va nous rendre heureux par elle-même. Si nous construisons, au fond, et vous avez raison, dès l'enfance, si nous construisons un monde qui est accueillant, qui n'exclut pas, qui est vraiment accueillant aux autres, eh bien, nous pourrons insérer toutes les nouveautés, toutes les découvertes, dans le meilleur souci qu'elles nous soient tous bénéfiques. Formidable Amezen, lisez-le, ce livre est excellent sur les épaules de Darwin. Puis vous pouvez l'écouter aussi le samedi sur France Inter entre 11h et midi. Bernard Stiegler. Moi, je crois qu'il est souhaitable et possible, à très court terme en plus, de réconcilier le monde académique, appelons-le comme ça, le monde de l'école, le monde de la recherche, avec les médias. Je parlais tout à l'heure du consumérisme, dont les médias qui sont devenus aujourd'hui les industries de la communication, les industries culturelles, comme les appelait Adorno et Horkheimer, ont joué un rôle extrêmement important dans la construction du consumérisme, et du coup, ils ont aussi détruit tout l'espace public. Et ça peut changer. Il faut que ça change. Eh bien, on va essayer de le faire. En tout cas, Bernard Stiegler, Pharmacologie du Front National, un ouvrage très intéressant aux éditions Flammarion. Alors, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous attendez, vous une élection, un bon score en 2017, et puis quoi d'autre? Je suis capable d'ambition moins misérable. Fondamentalement, ce que j'espère pour l'avenir, c'est qu'on en finisse avec cette barbarie de lutte de classe pour l'appropriation de la richesse, pour qu'on puisse vraiment passer les mains libres au reste, c'est-à-dire à l'aventure humaine passionnante. On aurait pu parler là, par exemple, des exoplanètes. Après tout, c'est un sujet aussi. On va peut-être y aller. Moi, j'espère pouvoir y aller. J'espère que grâce à... Il faut vivre 1000 ans pour ça. Oui. Ben, peut-être. Non, on y arrivera avant, peut-être. Allez, laissez-nous rêver. Rendez-vous dans 3 millions d'années. Écoutez, je suis un admirateur. On fait une émission dans 4 millions d'années grâce à Laurent Alexandre. Il y a 2 personnes qui sont des héros pour moi. Gutenberg, parce qu'il nous a libérés de la mémoire orale, et donc on a pu communiquer à travers les âges et stocker du savoir. Et deuxièmement, Gagarine, parce qu'il a franchi la limite de l'écosphère dans laquelle nous sommes. Donc, je rêverais de ça, moi, qu'on puisse franchir, alors peut-être aller vers l'infini. Rien sur Armstrong. Un dialogue avec des américain, fourmis. Alors, mais Armstrong, c'était pas mal non plus. Non, mais je vous citez les Américains, sinon vous allez être mal. Mais le premier qui a franchi, non, je suis désolé pour vous, c'est Gagarine. Et avant, c'était un chien russe aussi, malheur. Bon, enfin, tout que des communistes, mais c'est pas grave, c'est des êtres humains. Et donc, c'est l'apologie de l'humanité de franchir les limites qui d'abord lui sont apportées. Parce que chaque fois que nous franchissons une limite, nous devenons plus humains. Tout à l'heure, on a vu cette affaire de la place que la mort cessera d'occuper à partir du moment où elle est un horizon très lointain. Quand vous avez quelques années, vous ne vivez pas en fonction de la mort. Mais vous, qui avez une aventure extraordinaire, vous dites si, moi je vains la mort tous les jours. Lui dit, la manière de vaincre la mort, c'est d'être vivant à chaque instant. Bon, et on en est tous là. Plus nous sommes conscients, plus nous sommes responsables. On sait plus tous qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Plus nous sommes humains.
Jean-Luc Mélenchon, donc, je rappelle la règle verte, hein, c'est un manuel d'éco-socialisme aux éditions Bruno Le Prince, comme ce livre d'ailleurs, un manifeste pour une révolution fiscale, voilà, c'est fait par quelques-uns de vos copains. Merci à vous tous, merci à 2020, ce magazine des idées se referme, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur France 5, c'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h40 pour une nouvelle édition des grandes questions du thème rebondir, invité notamment Alain Juppé. À la semaine prochaine.